Pour la suite du programme, donc, il nous reste le symposium de Nestlé tout de suite, et par la suite la conférence de Robert Cohen, à laquelle je tiens beaucoup. Et on s'excuse, donc la session de gastro sera sautée donc, une autre fois. Donc, pour ne pas vous retenir plus que ça, désolé. Donc j'appelle le professeur Raimi et Dr Bouhmouch pour modérer le symposium de Nestlé. Juste après le symposium, donc on va vous diffuser la conférence de Robert Cohen avec Kensi Bouskraoui et c'est Avid pour des commentaires de la conférence. Merci, Monsieur le Président. On va poursuivre cette session et cet après-midi qui était très très riche en informations et en sujets hyper importants qui ont suscité pas mal de débats. Avant de présenter le professeur Tahir qui va nous parler d'un sujet qui nous intéresse tous dans notre pratique quotidienne, je tiens juste, j'ai déjà félicité Si Mustafa et son équipe pour ce congrès, et je tiens juste une petite remarque, c'est que j'ai vu les sourires des amis, les sourires des confrères. Ce regard-là m'a interpellé et je te remercie énormément d'avoir osé et d'avoir réussi ce congrès. Bravo, chapeau, et je vous demande à l'assistance d'applaudir énormément toute l'équipe ici, Mustafa Hida. Je ne vais pas trop prendre la parole, donc on va s'attaquer au sujet. Et Tahir nous a toujours habitués à des exposés hyper intéressants, très pratiques. On aura besoin de sa vision et sa lecture du sujet des troubles fonctionnels chez le nourrisson. Cette session est parrainée par les laboratoires Nestlé. Cher ami, je te passe la parole. Merci, Monsieur le Président. À mon tour de remercier mon ami professeur Hida et l'amicale des pédiatres de Fès pour nous avoir enfin réunis après tant de vide, pas vraiment scientifique, mais en tout cas de rencontres et de chaleur humaine. Et je voudrais aussi remercier les laboratoires Nestlé qui nous ont donné cette occasion pour parler à propos d'une thématique, je dirais toujours d'actualité, et dans la mesure où tous les pédiatres sont rencontrés au quotidien à ces troubles fonctionnels, mais qui se trouvent malheureusement assez souvent désarmés pour traiter quels médicaments, quelles propositions faire, quand on sait que la physiopathologie est encore obscure et qu'il y a peut-être des pistes qui pourraient amener justement à des solutions thérapeutiques. Alors, les troubles fonctionnels gastro-intestinaux du nourrisson, comme vous le savez, c'est un motif fréquent de consultation. C'est des signes en général qui apparaissent un peu tôt dans la vie, vers la 2e, 3e semaine de vie, qui ont l'air de s'accentuer pour atteindre un pic vers 6 à 8 semaines et qui auraient habituellement tendance à s'estomper vers l'âge de 3 à 4 mois. C'est une combinaison variable de symptômes gastro-intestinaux, chroniques ou récurrents, et qui ne sont pas expliqués, bien sûr, par une anomalie métabolique ou organique. Je vous ai dit que les connaissances physiopathologiques restent quand même modestes. Et attention, les troubles fonctionnels peuvent parfois s'associer à des troubles organiques qui restent parfois méconnus, et c'est des enfants qui risquent de se compliquer. Alors, ces troubles se rencontrent un peu partout dans le monde. Historiquement, ils ont peu retenu l'attention des professionnels de la santé parce que c'est des symptômes qui sont réputés bénins et qui devraient disparaître. Il n'y a pas de pathologie sous-jacente et puis l'impact des troubles fonctionnels dans les soins de santé est lié en quelque sorte au niveau de vie des couples. La majorité des nourrissons présentent une combinaison de plusieurs troubles. C'est rare qu'on a un seul trouble fonctionnel. Et dans le monde, il y aura au moins 25% des nourrissons qui vont souffrir d'au moins un trouble fonctionnel. Plus de 75% vont souffrir de plus d'un trouble fonctionnel. Il y aurait même 15% qui présenteraient au moins, même 3 troubles fonctionnels associés. Alors, faut-il s'inquiéter de ces troubles fonctionnels alors qu'il s'agisse, comme je viens de le citer, de troubles a priori bénins et il n'y a pas de pathologie sous-jacente? Je dirais dans un sens, oui, on s'inquiète, on s'inquiétera,
parce que c'est des troubles qui ont un impact à long terme sur la qualité de vie et du nourrissant et de sa famille, et ça peut même engendrer des troubles de comportement. Ils sont à l'origine de difficultés d'alimentation et peuvent même provoquer l'arrêt de l'allaitement maternel. Les troubles fonctionnels sont aussi une cause bien connue de stress, de dépression, d'insécurité des parents. Et puis un nourrisson qui a présenté des régurgitations fréquentes au début de sa vie, il a un risque 2 à 5 fois plus élevé de présenter des symptômes de RGO vers l'âge de 9 ans. Et enfin, les enfants qui ont présenté des coliques ont souvent des émotions plus négatives d'après une échelle de tempérament. Comme quoi, finalement, trouble bénin, certes, mais impact à court et même à long terme est quand même assez important. Et donc, c'est des troubles qu'il faut quand même prendre en charge et essayer un petit peu de cerner. Alors, il y a cette nouvelle classification de rang 4 qui est la plus récente pour les troubles fonctionnels et qui a repris un petit peu la définition de certains troubles fonctionnels. En fait, les habituels troubles fonctionnels sont bien sûr les régurgitations, les ruminations, les vomissements cycliques, les coliques du nourrisson, la diarrhée fonctionnelle, la dyschésie et la constipation. Mais les troubles les plus fréquents sont les régurgitations, les coliques infantiles et la constipation. Alors, on a essayé quand même de rechercher des facteurs de risque, c'est-à-dire pourquoi certains enfants feraient plus de troubles ou auraient plus de risques de faire des troubles fonctionnels que d'autres. Et il y a cet article relativement récent qui a fait le lien finalement entre un certain nombre de situations ou de conditions et le risque de survenue des troubles fonctionnels. Et dans l'analyse multivariée un petit peu de l'ensemble des situations qui auraient un lien avec les troubles fonctionnels, on retrouve Alors, on retrouve la naissance avant terme et l'utilisation des antibiotiques qui sortent à chaque fois pour l'essentiel des troubles fonctionnels gastro-intestinaux. Comme quoi, il y aurait un lien certes avec l'utilisation des antibiotiques en période néonatale et une naissance prématurée. Il y a d'autres facteurs tels que la naissance par césarienne, l'hospitalisation ou l'utilisation de formules infantiles qui auraient aussi un lien pour un certain nombre de troubles fonctionnels, mais ce qui sortent dans l'analyse multivariée, et l'analyse univariée, c'est l'antibiothérapie néonatale et la naissance avant terme. Et quand on voit un petit peu ces deux facteurs, vous devinez comme moi le lien étroit avec la qualité de microbiote intestinal, c'est-à-dire un bébé qui naît prématuré ou un bébé qui a reçu des antibiotiques pendant la période néonatale aura certainement un microbiote différent. Et on va tout à l'heure parler un petit peu de cette dysbiose qui serait liée aux troubles fonctionnels gastro-intestinaux. C'est des troubles qui, heureusement, auront tendance à disparaître progressivement, pour la plupart d'entre eux vers l'âge de 3-4 mois. Alors, pour revenir justement à ce microbiote et à cette notion de dysbiose qui soutiendrait éventuellement la physiopathologie, je dirais, de ces troubles fonctionnels, comme vous le savez certainement, la dysbiose est une altération soutenue de l'équilibre normal du microbiote intestinal avec des conséquences néfastes sur l'hôte. Alors, l'aspect le plus visible dans cette dysbiose, c'est une diversité moindre que chez les sujets relativement normaux. Mais pas que, il y a aussi la qualité des germes et des bactéries qui colonisent l'intestin. On peut avoir une diversité moindre, mais il peut y avoir des bifidobactéries, des lactobacillus, comme cela a été évoqué par mon ami professeur Aprali tout à l'heure, et qui auraient beaucoup d'effets bénéfiques pour l'intestin. Alors, le lien de causalité en fait, entre pathologie ou troubles digestifs et modification du microbiote intestinal n'est pas bien établi. On parle de cause comme conséquence aussi possible de ce désordre digestif, mais la difficulté des définitions de la dysbiose n'empêche pas, bien sûr, d'intervenir sur le microbiote intestinal. Et vous avez justement beaucoup de travaux qui ont montré l'utilité des modulateurs du microbiote,
telles que l'utilisation des probiotiques, l'utilisation des prébiotiques, des postbiotiques, ou même de la transplantation fécale dans beaucoup de pathologies, notamment digestives. Et vous avez ici un certain nombre de situations où les probiotiques ont montré une certaine efficacité, que ce soit pour la prévention de l'entérocolite, la prévention de la diarrhée post-antibiotique, le traitement des gastroentérites, la prévention de l'allergie alimentaire, le traitement des gastrites à HP, ou pour ce qui nous intéresse pour ce topo, le traitement du syndrome de l'intestin irritable, le traitement des coliques de nourrissons, voire même le traitement de colites inflammatoires, la RCH. Il y a des combinaisons justement de probiotiques qui ont montré leur efficacité dans la rémission des colites inflammatoires. Alors les principaux probiotiques utilisés, je ne vais pas y revenir, il y a les bactéries lactiques habituelles, mais il y a les lactobacilles, les bifidobactéries, des levures telles que le Saccharomyces boulardii, puis des spores tels que le Bacillus clozi. Vous le savez, je ne vous apprends rien, toute souche probiotique doit être en principe identifiée par son genre, son espèce et par des caractères alphanumériques, c'est-à-dire qu'on ne peut pas extrapoler une action d'un probiotique à tous les genres ou à toutes les espèces de ce probiotique. Il faut absolument bien identifier le germe qui a été utilisé pour l'étude et qui a montré une certaine efficacité. Attention, tout n'est pas vraiment trouble fonctionnel. Ça, c'est juste pour passer rapidement quelques diagnostics différentiels devant des troubles digestifs qu'on pourrait à tort qualifier de troubles fonctionnels. Vous avez rapidement le cas ici d'un nourrisson de 4 mois qui était admis pour pâleur, hypotonie après le biberon, des vomissements depuis 2 jours, il pleure de façon importante, il refuse de prendre le biberon, il est pâle. Et vous avez sur la numération formule sanguine une hémoglobine quand même à 10, pas de symptômes inflammatoires. L'enfant a été mis sous IPP, sorti H24 devant l'amélioration, puis il revient 2 jours après pour aggravation avec des vomissements, angers, un malaise et une hypotonie. Et en fait, vous avez des pleurs, vous avez des vomissements. Et en fait, avec la pâleur, il faut quand même s'inquiéter, vous avez des signes quand même associés. Et en fait, c'était un hématome sodurale, probablement en rapport avec la maltraitance. Il se peut que ce soit un enfant qui avait des coliques, qui a été secoué et qui a fait finalement cet hématome qui a compliqué en quelque sorte ce problème de trouble fonctionnel. Et puis rapidement, un autre cas clinique, trouble digestif mais qui n'est pas fonctionnel là aussi, nourrisson de 20 jours, naissance à terme trophique. Il était allaité d'une façon mixte et à J15, il commence à présenter des vomissements qui se sont un petit peu accentués. On l'a pris en charge initialement comme RGO, mais son état s'est aggravé avec stagnation pondérale, hospitalisé pour des vomissements angers de tous les repas, pleurs pendant les biberons. Vous devinez le diagnostic. La sténose de pylore, il y a cet intervalle par rapport à la naissance et puis des vomissements qui se sont accentués. Et donc, c'était finalement une sténose de pylore qu'il fallait opérer. Comme quoi, là aussi, attention, des vomissements, ce n'est pas toujours un trouble fonctionnel. Alors, je reviens sur ces régurgitations du nourrisson pour insister un petit peu sur la définition. Il s'agit de l'expulsion soudaine, sans effort, d'une petite quantité de contenu gastrique par la bouche. Donc ça, c'est un petit peu l'identification de ces régurgitations. Et vous avez quand même leur survenue qui est précoce, entre 2 et 4 semaines. C'est un trouble qui est relativement fréquent chez les nourrissons, 20 à 50%. C'est des vomissements, bien sûr. Dans ces régurgitations, il n'y a pas de contraction musculaire ou abdominale, ça vous le savez. Il n'y a aucun autre signe fonctionnel. Ils ne sont jamais bilieux. Ils ne surviennent jamais en principe pendant le sommeil. Et l'appétit, il est conservé. La courbe de croissance, elle est tout à fait normale. Et vous avez là aussi l'évolution de ce trouble fonctionnel qui aurait tendance justement à régresser vers l'âge de 4 mois pour disparaître entre 6 mois et 9 mois le plus souvent. Il y a quand même des signes d'alerte sur lesquels il faut quand même s'en rappeler. Lorsque ces régurgitations deviennent plus fréquentes, plus faciles, abondantes, nocturnes et pas uniquement diurnes, lorsqu'il y a des signes associés, lorsqu'elles persistent au-delà de 6 mois, là, il faut bien sûr s'inquiéter. Ça peut être autre chose, ça peut être un truc organique. La répétition peut évoquer un RGO en dehors d'une heure diététique. Et puis pour des enfants qui présentent des pleurs lors de la déglutition, il ne faut pas hésiter on pensera à l'œsophagite et éventuellement, le cas échéant, faire une fibroscopie. Ça peut être aussi, on va y revenir, une allergie aux protéines de lait de vache. Alors la prise en charge de ces régurgitations est basée, comme je l'ai dit au tout début, sur la réassurance
des parents sur le caractère bénin et transitoire de ces régurgitations. Et la base, je dirais, de la prise en charge, elle est essentiellement nutritionnelle, essentiellement diététique, à condition bien sûr de distinguer les mesures qui ont fait bien sûr la preuve de leur efficacité de celles qui restent de simples allégations préconçues. Il faut rechercher un excès d'apport, il faut éviter certes les erreurs de reconstitution et d'administration des biberons pour les enfants qui sont sous lait artificiel, proscrire les jus de fruits, le fractionnement, je vais y revenir, proposer éventuellement un lait épaissi ou un lait à air, puis les traitements médicamenteux, ils auraient une petite place, mais c'est-à-dire que ce n'est pas le premier choix en tout cas pour ces enfants. Pour le positionnement, est-ce qu'il a un intérêt? Il a peut-être un intérêt, mais il a beaucoup de risques. Alors la position proclive n'a aucun intérêt, donc la tête soulevée. Les positions ventrales et en décubitus latéral gauche réduisent certes le reflux ou l'index de reflux, mais malheureusement, il y a un risque de mort subite qui est relativement plus important. Donc, c'est des positions qui sont déconseillées en matière de régurgitation. Pour les épaississants incorporés ou les qui augmenteraient la viscosité sont, je dirais, un petit peu dépassés parce que nous avons à notre disposition des laits déjà pré-épaissis. Il y a les laits confort où une partie de la proglucidée qui est remplacée par de l'amidon, puis les laits AR où on ajoute carrément de l'amidon ou de la farine, l'amidon de maïs ou de la farine de caroube, notamment pour les régurgitations relativement plus sévères. Le fractionnement de repas, il n'y a aucune étude qui a montré son efficacité, mais il serait quand même utile chez les rares nourrissons qui ingèrent des volumes très importants de lait. Et puis se pose la question de l'allergie aux protéines de lait de vache. Est-ce qu'il faudrait proposer un hydrolysat de PLV chez ces nourrissons dont les régurgitations ont tendance à se prolonger, qui sont devenues très gênantes? Là, en fait, comme vous le savez, il y a les allergies qui sont IgE médiées, qui sont facilement identifiables et on peut même tester et faire le diagnostic. Mais vous avez aussi des allergies non IgE pour lesquelles vous n'avez pas de support, je dirais, diagnostique, si ce n'est le régime d'éviction. Alors, pour ces allergies non IgE, il y a même ce score que vous avez certainement rencontré, le score de Comis, le Cosmic Related Symptoms. C'est-à-dire c'est un score qui réunit un certain nombre de symptômes. Vous allez retrouver les pleurs, vous allez retrouver les régurgitations, l'aspect des selles, l'existence éventuelle de signes cutanés et de signes respiratoires. Et donc vous avez un scoring de ces différents symptômes. Donc quand vous avez un score global qui dépasse 12, vous avez une probabilité assez importante d'allergie aux protéines de lait de vache et vous pouvez justement essayer un hydrolysat de PLV. Donc ça vous conforte un petit peu dans votre approche, celle donc d'évoquer l'allergie aux protéines de lait de vache qui devant des régurgitations qui persistent. Alors pour les nourrissons qui sont au sein, donc à l'été, la plupart des mesures précédentes ne sont pas vraiment applicables. Mais devant des régurgitations persistantes, on peut aussi évoquer l'allergie via le lait maternel et on pourrait proposer un régime chez la maman. Mais attention, l'exclusion du lait éventuellement et des œufs chez la mère ne doit être maintenue bien sûr que si elle s'avère efficace. C'est-à-dire si au bout de 2 semaines, les régurgitations ne se sont pas taries ou n'ont pas régressé, il faut arrêter ce régime chez la mère et rechercher autre chose. Et puis vous avez les quelques conseils qu'on donne habituellement à les parents dont les enfants présentent donc des régurgitations. Éviter toute source de compression abdominale, tout environnement tabagique, éviter la position demi-assise. En cas d'allaitement maternel, bien sûr, pas d'interruption. Il faut revoir bien sûr les mesures diététiques dont on a en tout cas parlé. Donc voilà un petit peu pour l'essentiel des régurgitations et je vais aborder rapidement les coliques de nourrissons, l'autre trouble fonctionnel plus fréquent donc qui vient après les régurgitations. Un phénomène physiologique qui est très courant, avec un caractère qui reste quand même énigmatique et angoissant, qui toucherait un enfant sur 4, souvent bénigne et transitoire, mais qui est source d'anxiété pour les parents et même un défi pour le pédiatre. Bon, il n'y a pas de prédominance de sexe et la même chose, il n'y a pas de différence entre les bébés qui sont allaités au sein et ceux allaités au biberon. Ça reste quand même un diagnostic d'élimination et vous avez cet acronyme en anglais IT-CRIES qui devrait vous rappeler
les diagnostics différentiels qu'il faudrait absolument avoir en tête, et pour ne pas passer à côté je dirais, de pathologies un peu plus graves, l'infection, le traumatisme, une pathologie cardiaque, un problème de reflux ou d'allergie alimentaire, suite aussi à une immunisation ou à une intoxication, une atteinte oculaire, voire un problème plutôt chirurgical, un bolus ou une invasion intestinale aiguë. En tout cas, c'est des diagnostics qu'il faut quand même garder en tête. Et là, bien sûr, l'urgence elle est relativement extrême. Et vous avez sur cet algorithme l'essentiel, je dirais, des red flags, donc les signes d'alerte qu'on devrait avoir en tête chez un nourrisson qui présente des pleurs incessants, tels que justement le retard de croissance, la présence fréquente de régurgitation des vomissements, de la diarrhée, une histoire familiale de migraine, la notion d'atopie, la notion de fièvre, etc. De telles situations devraient aboutir ou conduire à faire justement des explorations plus poussées et traiter en conséquence. Les critères modifiés de VSL, ou ce qu'on appelle la règle des 3, qui retenait les coliques quand les pleurs dépassent les 3 heures par jour, au moins 3 jours par semaine, au moins 3 semaines par mois, est devenu actuellement caduque. C'est-à-dire un bébé peut avoir des coliques, mais peut ne pas répondre à ces critères tout simplement. Et donc ce qui est retenu dans la nouvelle classification de Rome 4, c'est que c'est des nourrissons, en tout cas de moins de 5 mois, qui ont des périodes récurrentes et prolongées de pleurs avec agitation, irritabilité, sans cause évidente. Et avec ça, il n'y a pas de retard psychomoteur, il n'y a pas de maladie identifiée chez un nourrisson qui est par ailleurs eutrophique. Ce sont un petit peu les conditions à réunir pour retenir finalement les coliques. Elles débutent en général vers la 2e semaine, un pic aux 6e semaine, puis ils diminuent entre 8e et 10e semaine, et ils devraient régresser en tout cas vers l'âge de 3-4 mois. Quelques pistes physiopathologiques qui pourraient, comme j'ai dit au début, aboutir à des propositions thérapeutiques. Il y a les 4 hypothèses des troubles digestifs qui seraient en cause éventuellement de ces troubles fonctionnels, l'immaturité digestive, la dysmotilité, voire la dysbiose, l'anxiété maternelle, le tempérament difficile du nourrisson, voire l'immaturité cérébrale. Alors pour les troubles digestifs qui seraient favorisants ou qui auraient une intrication, je dirais, avec ces troubles, ces coliques, il y a le lien tout d'abord avec le reflux gastro-œsophagien. Il faut dire que les symptômes d'une œsophagite sont parfois proches de ceux des coliques avec des pleurs et une agitation, mais les études qui ont été faites n'ont pas montré de reflux je dirais convaincant, avec un index de reflux convaincant chez les enfants qui ont des coliques, et même le traitement par les EPP n'a pas permis de régler le problème des coliques. Donc cette histoire de reflux colique n'est pas vraiment soutenue. Le lien avec l'intolérance au lactose, là aussi c'est une piste qui est relativement séduisante, d'autant plus qu'on a retrouvé dans beaucoup d'études une production importante d'hydrogène chez ces nourrissons qui présentent des coliques. Mais là, malheureusement, la supplémentation en lactase n'a pas été efficace. Donc, ce n'est pas vraiment peut-être la cause de ces coliques. Et puis ensuite, le lien avec l'allergie au PLV. Là aussi, vous avez quelques méta-analyses et des études qui ont montré que le fait de mettre les bébés sous régime, sous hydrolysa de PLV, ça a permis de réduire les coliques chez les nourrissons, mais c'est des études qui ont pour la plupart été faites sur des effectifs relativement faibles. Et puis, ce n'est pas le cas chez la plupart des enfants, parce que c'est souvent des bébés qui ont d'autres signes ou d'autres facteurs de risque d'allergie, tels qu'un terrain atopique ou une dermatite atopique. Et c'est sur ces bébés que ce régime peut-être pourrait plus marcher. Et puis, j'arrive à cette dysbiose ou cette modification du microbiote. Ce qu'on avait en fait constaté, c'est que l'analyse des selles des bébés qui ont des coliques a montré que l'intestin des bébés avec coliques est colonisé par des germes relativement différents de ceux qui ne présentent pas des coliques. Il y aurait une colonisation importante par des Escherichia coli, par des Klebsiella, qui entraîne une production de gaz
par fermentation du lactose et un certain degré d'inflammation, bon, on qualifie d'inflammation de bas grade. Et on a même retrouvé une calprotectine fécale qui est relativement plus élevée en cas de colique du nourrisson. Comme quoi, il y a quand même un processus inflammatoire au niveau intestinal. Alors j'arrive à la prise en charge qui devrait quand même passer obligatoirement par un examen clinique soigneux, une écoute attentive de la description des coliques et de l'attitude des parents, c'est important. Il faut éliminer les diagnostics différentiels, bien sûr, et informer là aussi la famille de la nature bénigne des coliques et leur caractère transitoire, donc réassurer en quelque sorte les parents. Le portage n'est pas vraiment efficace, les réflexes calmants peuvent plus ou moins aider aussi ces bébés. Une prise en charge diététique guidée par les symptômes associés aux coliques peut être aussi proposée. Alors, en cas de régurgitation, on conseillerait chez les bébés au lait qui sont sous biberon un lait préépaissi. En cas de constipation, on proposait un lait transit. Et puis, en cas d'antécédent d'atopie ou de terrain atopique, on pourrait justement discuter un régime sans protéines de lait de vache. Alors, on a discuté aussi dans la prise en charge diététique le régime d'éviction des PLV chez la mère. En tout cas, il faut la garder dans un petit coin, cette attitude, et la proposer éventuellement. Le lait enrichi en lactase, mais je vous ai dit que ça n'a pas vraiment de bénéfices. Les laits sans PLV, donc, c'est justement cet essai thérapeutique souhaitable quand on a des facteurs de risque d'allergie. Et puis j'arrive donc à ces laits avec probiotiques, donc les laits avec modulation ou possibilité de moduler le microbiote intestinal. Et il faut dire d'emblée que le probiotique qui a été le plus étudié dans cette situation, notamment les coliques de nourrissance, c'est le Lactobacillus reuteri DSM 17938, et qui pourrait justement, d'après ces études, avoir un rôle dans le traitement, mais pas obligatoirement pour certaines études dans la prévention des coliques chez le nourrisson à l'été. Il y a d'autres études aussi qui ont confirmé que le lactobacille peut réduire les pleurs chez le nourrisson. Nous avons aussi ce travail qui a été fait chez des nourrissons exclusivement allaités et souffrant de coliques. Et vous voyez qu'au bout de 7 jours déjà, la différence est nettement significative entre les bébés qui ont reçu le L-reuteri par rapport à ceux qui ont reçu le placebo, comme quoi le lactobacillus permet aussi de traiter ces coliques du nourrisson. J'ai trouvé aussi ce travail assez intéressant pour revenir un petit peu à l'inflammation intestinale. Et le lactobacillus justement reuteri donné pendant 30 jours, qui s'est soldé non seulement par une réduction significative de la durée des pleurs et donc des coliques, mais également par une réduction confirmée de la calprotectine fécale et même du rapport le RORG-FOXP3, ce qui confirme donc finalement le rôle de ces probiotiques dans la réduction de l'inflammation systémique et l'inflammation locale. Le L-reuteri aurait même un impact, d'après cette étude, sur la prévention de tous les troubles fonctionnels gastro-intestinaux, pas uniquement les coliques, mais aussi les régurgitations, les troubles de transit. Et vous voyez aussi qu'il y a même un impact économique, c'est-à-dire l'impact finalement sur la prise en charge et ce que coûte cette prise en charge chez les nourrissons qui se plaignent de troubles fonctionnels. Alors en effet, la souche L-reuteri, qui s'appelle actuellement le Limousin-Lactobacillus reuteri, était donc finalement la plus étudiée. Elle aurait un effet sur la croissance des pathogènes, il intervient aussi sur le système immunitaire, il a un effet modulateur de la signalisation pro-inflammatoire, il diminue les cytokines pro-inflammatoires, il module aussi la composition des cellules immunitaires, donc c'est ce qui expliquerait un petit peu l'impact sur l'inflammation intestinale. Mais il n'y a pas que le L-reuteri, il y a aussi d'autres probiotiques qui ont été testés. Vous avez tout particulièrement le Bifidobacterium brevet, qui a montré une certaine efficacité justement comparée aux enfants qui ont reçu un placebo sur la réduction tout particulièrement des régurgitations, qu'il s'agisse de bébés qui étaient au lait maternel ou au lait artificiel ou au lait au allaitement mixte. Donc c'est un autre probiotique et certainement d'autres probiotiques apparaîtront dans la prise en charge des troubles fonctionnels. Alors les prébiotiques aussi ont été étudiés dans certaines formules infantiles et elle aurait aussi un impact positif sur les coliques, d'autant plus que bien sûr qu'ils vont impacter le microbiote intestinal, donc ils vont moduler là aussi le microbiote intestinal, notamment la combinaison GOS-FOS qui était la plus étudiée.
Rapidement, pour le traitement pharmacologique, sachez qu'il n'y a pas vraiment de preuve de leur efficacité, que ce soit pour la sémiticone ou les antalgiques classiques. Pour les plantes médicinales, des fois on peut utiliser des tisanes, mais il faut dire qu'il faut que l'enfant consomme pratiquement 20 ou 30 millilitres par kilo si on veut avoir un impact sur les coliques, et vous imaginez que ça va impacter son alimentation avec le risque de conséquences nutritionnelles. Et donc, il n'y a pas vraiment d'intérêt là aussi à utiliser ces plantes médicinales. Donc, finalement, la prise en charge n'est pas toujours simple. Il faut prendre du temps, et surtout si les pleurs sont isolées. Tenter les moyens de nursing, on y revient toujours. Réconforter les parents. Traitement médicamenteux, on a vu un petit peu leur place. Changer de lait, oui, mais pas trop. Lait peut-être avec probiotiques, notamment le L-Reuteri. Attention aux signes associés, c'est ce qui permet en tout cas de déceler des troubles fonctionnels, des troubles non fonctionnels, pardon. Le diagnostic de ces troubles reste quand même un diagnostic d'élimination. Je réinsiste sur l'intérêt de rassurer les parents sur le caractère bénin et transitoire de ces troubles. La principale difficulté est bien sûr la prise en charge des troubles pour soulager l'enfant. Peu de médicaments, on vient de le voir, on fait la preuve pour l'ensemble, je dirais, des troubles fonctionnels. Et puis les mesures diététiques qui gardent quand même une place prépondérante dans cette prise en charge. Et merci pour votre attention. Merci, professeur Hida. Donc, j'allais le remercier à la fin, mais c'est très bien de commencer par ça, donc de nous avoir réunis, de m'avoir invité à être là parmi vous. Ça me fait plaisir, comme d'habitude. Je te remercie, Tahir, pour cette présentation. Je l'écoute pour je ne sais pas combien de fois, et c'est toujours un plaisir de l'écouter, parce que chaque fois je découvre des choses, chaque fois j'ai des remarques. Et j'espère que l'assistance aussi, ils ont appris beaucoup de choses. Je suis toujours contente de la première question que tu poses. Les troubles fonctionnels du nourrisson, faut-il s'inquiéter? Et la réponse est oui. Effectivement, il faut s'inquiéter parce que le trouble fonctionnel du nourrisson, ça reste un diagnostic d'élimination. Et donc, à chaque fois, tu nous mets des plaques pour nous dire attention, il y a d'autres pathologies qui peuvent prendre un petit peu la même forme que des troubles fonctionnels. Quand il est fonctionnel, ça veut dire que le bébé il va bien, il ne demande rien à personne, il veut embêter tout le monde, ben, on va tous être embêtés, et les parents et les pédiatres. D'accord ? Ça a toujours été un souci pour les parents, ça a toujours été un souci pour les pédiatres. Il faut juste savoir doser quand est-ce qu'on doit faire les examens paracliniques et quand est-ce qu'on doit donner des thérapeutiques spécifiques. Moi, je rebondis juste par rapport à certaines choses avant de donner la parole à la salle. La première des choses, c'est que quand on reçoit en consultation des bébés qui ont crié pendant longtemps, qui ont peut-être régurgité pendant longtemps et qui sont déjà sous IPP, ça me met mal à l'aise. Surtout quand ils sont sous IPP sans avoir été explorés. Et les IPP, même les IPP, peuvent entraîner des problèmes chez ces enfants-là. Ils peuvent augmenter la calprotectine. Ils peuvent donc donner. Et donc, on est mal à l'aise, nous, en tant que pédiatre, de devoir arrêter ce médicament, de contredire éventuellement le pédiatre qui les a envoyés ou qui les a suivis, etc. Donc, moi, je dis stop aux médications. Stop aux médications avant de comprendre le pourquoi du comment de ces troubles. Ça, c'est juste la première remarque en attendant que la salle cherchait. Deuxièmement, donc, dit oui pour la deuxième chose, il faut savoir rassurer ses parents. Donc, quand on prend le temps de rassurer les parents, je suis sûre que les pédiatres, quand ils ont compris le sens du trouble fonctionnel, quel qu'il soit, vous prenez plus de temps à expliquer ce trouble et à rassurer les parents qu'à écrire une ordonnance. D'accord ? Mais du coup, les parents sont rassurés et ça évite le nomadisme médical. Parce que ce sont des malades enfin, entre guillemets, d'accord, qui sont passés entre les mains de plusieurs d'entre nous et qui ont reçu pas mal de médications. Deuxième chose, ou troisième, ne pas hésiter par rapport à l'échographie abdominale. Et l'échographie abdominale, quand vous voyez un enfant qui régurgite, qui vomit un peu plus que d'habitude, qui pérennise dans son trouble,
faire une échographie, pas pour faire le diagnostic d'un RGO, on ne le fait pas par l'échographie, mais juste pour éliminer la sténose hypertrophique du pylore. Ça n'enlève rien et ça rassure tout le monde, peut-être. D'accord ? Mais on a découvert des sténoses hypertrophiques du pylore chez des bébés de plus de 3 mois. D'accord, qui ont vomi, revomi, donc on considère ça comme un reflux, comme le reflux, oui, il est là, mais c'est quelque chose, je vais dire, qui est là pour l'enfant jusqu'à ce qu'il grandisse. Donc là, j'ouvre la madame. Alors, tout à fait pour la troisième remarque, justement pour l'échographie. Bon, autant pour la sténose de pylore, il faut être un bon clinicien, tout simplement, pour l'évoquer rapidement et en faire le diagnostic. Mais l'échographie pourrait aussi être utile, notamment chez les nourrissons qui ont plus de 5 mois, parce que ça peut être aussi une pathologie chirurgicale, tout simplement. Professeur Taïr, comme l'a très bien dit professeur Laïmi, c'est un vrai plaisir de vous écouter et il est vrai que vous avez fait un tour d'horizon complet. En fait, moi, je vous remercie d'insister sur la prise en charge de ces troubles fonctionnels chez les parents. Je me permets juste de faire une petite remarque sur le plan pratique. Je pense que vous n'avez pas le même problème sur Rabat et Casa, mais sur Fès, actuellement, si vous ne prenez pas en considération des parents qui viennent parce que leur bébé régurgite, etc., ils se retrouvent avec une ablation de l'aluette. Et malheureusement, ces derniers mois, c'est catastrophique et j'avoue que moi, j'ai beaucoup de mal à supporter ce genre de choses. Donc, il est important vraiment de prendre en considération des parents qui viennent vous dire « Écoutez, mon bébé pleure, il n'arrête pas de régurgiter ». Ça, je crois que c'est très important pour éviter ce genre de nomadisme et qui va même plus loin parce que nous, c'est plutôt le frais et tout le reste. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, j'aimerais insister sur le fait qu'il faut aider les mamans qui allaitent. C'est difficile, l'allaitement maternel. Ce n'est pas facile d'allaiter. Et ça demande un certain effort. Ça demande de manger beaucoup plus. Et ça demande des conseils adaptés. Alors, moi, je voudrais revenir, parce qu'il y a des variations dans les composantes du lait de mère. Je ne vais pas m'attarder là-dessus. Je voudrais juste revenir sur une chose, sur la prise de thé. Parce que les mamans au Maroc sont persuadées, les grands-mères et l'entourage sont persuadés que le thé, ça augmente le lait maternel. C'est faux. Le thé, c'est un excitant. Si elle prend le thé l'après-midi, le bébé ne va pas dormir de la nuit. Comme il ne va pas dormir de la nuit, elle va passer son temps à donner le sein. Comme il va téter toute la nuit, ben, il ne va pas arrêter de régurgiter. Et le lendemain, vous avez des parents exténués. Alors, dans ce cas-là, je veux dire, il faut prendre le temps de les écouter, il faut prendre bien sûr le temps d'examiner le bébé, ça c'est la moindre des choses, mais essayer de donner les bons conseils aux mamans allaitantes et éviter de donner trop souvent des laits adaptés à rajouter. Je crois qu'il faut aider ces mamans à allaiter, il faut les aider en évitant aussi d'éliminer tout ce qui est fruits, parce que c'est la principale source de vitamine C, et que la vitamine C, ça se renouvelle, et qu'on a des mamans qui sont complètement exténuées. Et juste une dernière remarque. Vous avez bien sûr parlé de la sténose du pylore, ça c'est important, mais moi je reviendrai sur le fait que maintenant les pédiatres, je crois qu'on a un peu de temps, je crois qu'il faut revoir ces enfants et il faut les peser. Et il faut les peser, bon moi je vais vous dire, je pèse moi-même les bébés nus, parce que les infirmières et les secrétaires ont pris l'habitude d'estimer les poids. Alors elle pèse le bébé avec la couche et elle dit « bon, on va enlever 200 grammes ». Ou bien on va enlever 30 grammes. Ou bien, bon, mais moi, je cherche une augmentation de 20 grammes par jour. Une sténose du pylore, oui, le diagnostic, c'est échographique. Mais avant l'échographie, vous avez le poids. Un enfant qui vomit et qui perd du poids, c'est pas normal. Un enfant qui vomit, qui perd pas de poids, à condition que vous l'avez bien pesé, bien sûr, hein, parce que si vous l'avez pesé avec la couche, là, ça n'a aucune valeur. Donc moi, je crois que c'est important, comme vous l'avez très bien dit, hein, là je me permets juste de rajouter, mais je crois que c'est très important de faire attention à ses parents et de donner les bons conseils. Merci beaucoup. Merci pour ces commentaires et ces compléments. Je pense que c'est judicieux justement d'en parler. Pour revenir juste sur le fait d'aider les mamans à allaiter, bon, je l'avais bien précisé, il y a justement des mamans qui abandonnent
l'allaitement partenaire, parce qu'ils se disent, ils sont déçus d'elles-mêmes, pourquoi leur lait n'est pas peut-être adapté, pourquoi leur enfant continue à pleurer, à régurgiter. Donc finalement, cet accompagnement, il a toute sa place dans la prise en charge, je dirais, de ces troubles fonctionnels. Et l'une justement des remarques, c'est quand on donne autre chose au bébé que le lait maternel, quand on parle des plantes médicinales, ça fait partie justement de l'éloignement du bébé du sein de sa maman. Moi, je pense qu'on est revenu sur les plantes médicinales, c'est allaitement maternel exclusif les 6 premiers mois, donc vous pouvez introduire la diversification à partir de 4 mois en expliquant à la maman qu'on ne donne rien à l'enfant jusqu'à l'âge de 4 mois. D'accord ? Et puis, pour éviter le thé, moi, c'est tout simple. Je vois la maman, si elle est pâle, ben, elle prend le fer. Et bien sûr, elle ne peut pas prendre le thé avec. Tout simplement. Donc, on passe pas par. Alors, est-ce qu'il y a, M. Taher, des indications précises pour les prescriptions de lait de spécialité? C'est important de nous dire, là, puisque tu nous parles des troubles, c'est vrai que tu as été un peu, comme d'habitude, distancé, etc. Dis-nous clairement à quel moment doit-on donner des laits de spécialité? Parce que là, c'est une prescription médicale. Le AR, c'est quand? Le IT, c'est quand? Je pense que je l'ai mentionné quand même dans ma présentation d'AMA, c'est-à-dire autant pour les régurgitations, nous avons les laits épaissis, enfin les laits AR en particulier. Pour les coliques, c'est plus les laits supplémentés en probiotiques, éventuellement en prébiotiques, parce qu'il y a quand même des études qui ont montré leur efficacité. Mais c'est-à-dire qu'un consensus qui serait quand même adapté ou adopté par tout le monde, là, j'en ai pas trouvé. C'est-à-dire qu'il faut finalement gérer chaque situation, je dirais, à part. Même pour les coliques, on pourrait peut-être proposer un lait en fonction des signes associés. Est-ce qu'il y a une constipation? Est-ce qu'il y a des vomissements associés? Je reviens sur l'allergie au PLV qu'il faut quand même garder aussi en tête. Et c'est pourquoi j'ai exposé le score de Comis qui pourrait contribuer justement à évoquer ce diagnostic et à faire finalement un test thérapeutique avec un hydrolysat de PLV. Donc finalement, c'est au cas par cas. Je ne pourrais pas dire ou me lancer oui à 100% pour tel lait ou pour tel lait. Voilà. Voilà. Il y a une question dans la salle. Oui, c'est la dernière. Et je tiens à remercier professeur Taher pour vraiment cette présentation excellente. Ma question sera sur les coliques chez le nourrisson et surtout ces coliques qui sont rebelles au traitement symptomatique et qui sont turbulents aussi bien pour le nourrisson et pour les parents. Et bien sûr dérangeants aussi pour le médecin. Et surtout lorsqu'on trouve une calprotectine fécale élevée, et ça témoigne d'un processus inflammatoire. Est-ce que ces nourrissons ne seraient pas des candidates à faire plus tard une MICI? Et pourquoi ne pas les surveiller et pratiquer même une appendicectomie pour, en quelque sorte, éviter l'installation de cette méchante maladie? C'est radical. Non, on ne pourrait pas être aussi agressif devant un trouble a priori qualifié de bénin. La calprotectine élevée, ce n'est pas les taux des MICI, c'est juste une inflammation de bas grade qu'on retrouve dans les troubles fonctionnels même de l'adulte, les colopathies fonctionnelles, le syndrome de l'intestin irritable. Alors le lien entre colique ou inflammation intestinale en rapport avec un trouble fonctionnel et MICI à long terme, ça je n'ai pas trouvé. J'ai parlé un petit peu des conséquences en rapport avec les troubles de comportement, le reflux à l'âge de l'avant, etc. Mais le lien avec le développement de MICI par la suite, non, ça c'est dans la littérature en tout cas, je ne l'ai jamais trouvé. Merci donc, beaucoup, M. Taher, pour cette J'ai juste une question très courte avec une réponse très courte. Tu as parlé de l'exclusion des laitages chez la maman. Combien de temps? C'est 15 jours ou 3 semaines? Merci. Au bout de 2 semaines, si ça ne marche pas, il ne faut pas continuer. Donc c'est 2 semaines. Donc, je pense que c'est un sujet
Je suis désolée, je dois clore la séance parce qu'on est tenu par le temps. Déjà, on a fait sauter la gastro. C'est dommage. Mais c'est partie remise assez là. Partie remise, Inch'Allah. Inch'Allah, Rahman Rahim. Inch'Allah, Allah yakhlina ala khair. En tout cas, on était très contents de se voir. Déjà, c'est une première. Les sujets sont d'actualité et donc on voit l'intérêt que ça suscite. On va clore cette session en remerciant les laboratoires Nestlé de nous avoir permis de parler de cette thématique sur les troubles fonctionnels. Donc, Merci, et puis on ne va pas prendre de retard.